Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Si ce n'est pas le cas, il faut que quelqu'un de la technique me le dise. Donc, je vais commencer. Donc, comme l'a dit Alain, là, aujourd'hui, on va, dans ces tendances viticulture, le thème, la trame, c'est les racines. Et donc, moi, je vais vous parler des variétés résistantes qui commencent à prendre racine. Alors, avant ça, rapidement, me représenter. Donc, Alain Lafay, je suis Olivier Zécry, je m'occupe de la R&D chez Mercier. Donc, le groupe Mercier, on est pépiniériste, expert français dans la production de plants de vigne et on accompagne avec passion des milliers de viticulteurs un peu partout dans le monde, avec comme maître mot l'innovation, l'excellence et la fiabilité. Donc voilà, on a différents groupes dans toute la filière, du plant de vigne jusqu'à la production de vin. Donc, les tendances cette année, et je vais les repositionner quand même sur le contexte de l'implantation des variétés résistantes. Il y a 2 ans déjà, on avait fait un webinaire et j'avais déjà commencé à parler des variétés résistantes en posant déjà ce contexte. Vous le connaissez, mais il est de plus en plus prégnant. On est dans un contexte d'évolution à la fois climatique, réglementaire et sociétale qui fait bouger un certain nombre de lignes au niveau de notre secteur d'activité. D'abord, il affecte le potentiel de notre production. Il nécessite qu'on s'adapte, qu'on adapte un peu nos produits au marché, les vins qu'on va produire. Et je pense que c'est l'élément de contexte le plus important. Et il nous oblige de plus en plus à réduire les intrants chimiques. Et donc, face à ce contexte-là et face à ces éléments-là, une des problématiques actuelles de la viticulture, des vignerons, c'est de répondre à ces évolutions contextuelles tout en continuant à garantir une rentabilité de nos exploitations. Alors, une des réponses que nous, on propose, puisqu'on est pépiniériste, et donc ce que je vais vous présenter, c'est autour du jeune plant, ça tourne autour du matériel végétal. On pense que le matériel végétal est un des facteurs déterminants pour pouvoir apporter une réponse à tout ça. Et donc, créer de nouvelles variétés qui permettent de continuer à produire des vins de qualité avec des rendements sécurisés, tout en réduisant donc ces intrants et les coûts de production, c'était l'enjeu et c'est toujours l'enjeu parce que vous allez voir, c'est du temps long. Et donc là, je vais vous faire un petit peu un point d'étape aujourd'hui, un état des lieux de où on en est et où en est ce déploiement de ces variétés résistantes. Donc, en 2021, j'avais présenté qu'il y avait à peu près 17 variétés résistantes qui avaient été inscrites au catalogue. C'était déjà quelque chose d'assez énorme parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'inscriptions de variétés avant. Je vais rappeler ça juste après. Si on se positionne 2 ans plus tard, aujourd'hui, on en référence pas loin de 30. On a 30 variétés. Donc, on a quasiment doublé en 2 ans le nombre de variétés inscrites au catalogue. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. On parle de tendance. Là, c'est plus qu'une tendance, c'est une forme de vague. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, je pense que ces 50 ou 60 dernières années, il y avait eu, en termes d'inscription de nouvelles variétés créées au catalogue, si je ne parle pas de variétés ancestrales ou anciennes qui ont été réinscrites au catalogue, mais si je parle vraiment de création réelle, je pense que ces dernières 30 ou 40 dernières années, il n'y avait eu que 2 ou 3 variétés inscrites. Donc, pour vous donner une idée, là, de la lame de fond qui est l'inscription de ces nouvelles variétés depuis quelques années. Il y a la nouvelle génération de variétés Resdure du programme INRA que je vais présenter juste après, qui vient d'être inscrite. Et il y a aussi, on commence à parler, et ça ne fait pas forcément partie de la grande quantité des variétés inscrites, mais on commence aussi à parler des programmes régionaux dans chacune des régions viticoles, dans presque chacune des régions viticoles aujourd'hui. Il y a des programmes de création variétale qui voient le jour à droite et à gauche, en plus de quelques programmes privés dont nous faisons partie, dont je parlerai également. Si je fais un point donc à date aujourd'hui de ces variétés, les variétés qui étaient issues de la première vague du programme Resdure de INRAE, c'est le Floréal, l'Artaban, le Voltis et le Vidoc. Aujourd'hui, ça reste les variétés les plus diffusées, pas tout à fait, je vais préciser ce point juste après. Viennent ensuite des variétés de l'Institut de Fribourg, le Souvigny gris, le Muscaris, mais aussi le Monarque et le Prior. Des variétés donc de pépinières privées, de sélectionneurs privés, Fleurté et Sorelli, ça vient d'une pépinière italienne, BCR, le Nati Sauvignac qui vient de notre partenariat avec Valentin Blattner, un sélectionneur suisse,
Et donc, dans les petits nouveaux, les plus importantes, donc il y a 2 variétés du programme du BNIC. Donc, le BNIC, c'est l'interprofession des vins de cognac, des produits de cognac, qui ont inscrit au catalogue 2 nouvelles variétés, le Cootia et le Luminant, qui ont pour vocation de pouvoir produire des eaux de vie, bien sûr. Et donc, en fin d'année dernière, enfin, fin de 2021, début 2022, je crois officiellement, ont été enregistrées au journal officiel et enregistrées au catalogue 5 variétés du programme SRS Dur, donc 3 rouges, le Coliris, le Lilaro et le Cyrano, et 2 variétés blanches, Opalor et Sélénor. Donc d'un point de vue chiffres, en termes de plantation, de production de plantes de vigne, les chiffres de mise en œuvre l'année dernière, donc les 3 variétés qui sont les plus diffusées, les plus plantées, aujourd'hui en France, c'est le Floréal, le Souvigné gris et le Nati Sauvignac. Donc toutes 3 des variétés blanches. Et alors pourquoi c'est les plus plantées? C'est parce qu'elles sont performantes, mais aussi parce qu'il y a de la disponibilité en matériel et les professionnels avaient un petit peu anticipé sur ces variétés-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, les mises en œuvre, ce qu'on appelle les mises en œuvre des pépiniéristes l'année dernière, étaient autour de 4,3 millions de plants pour Floréal. Et si on prenait les chiffres de l'année d'avant, c'était 2 millions 8, je crois. Donc on n'a pas doublé, mais pas loin. Et on a à peu près les mêmes ordres de grandeur pour les autres variétés. Donc en gros, plus ça va, plus ça prend de l'ampleur, même si pour l'instant, 2023 aujourd'hui, on reste encore sur des plantations récentes et du coup, on n'a pas encore beaucoup de recul sur les vins produits et surtout le retour des consommateurs. On en parlera après, mais ça reste la grande inconnue toujours 2 ans après de ces variétés-là. Mais pour la viticulture, pour les viticulteurs, c'est vraiment la tendance de fond. Il y a vraiment une augmentation des volumes produits par les pépiniéristes et plantés par les vignerons de manière assez conséquente dans quasiment tous les bassins viticoles. Donc voilà pour préciser un petit peu en termes de variété ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu donc des principaux programmes régionaux. Donc ça, ce sont des programmes qui sont coordonnés par l'IFV, notre institut technique de tutelle, et qui a des conventions de travail, de partenariat de recherche avec différentes interprofessions, différents syndicats, différentes régions, avec INRAE bien sûr. Et donc en gros, ce sont des programmes qui se proposent de rétrocroiser, de faire des croisements entre les variétés issues des programmes de l'INRA et de l'IFV et les variétés emblématiques de chaque région. Donc là, vous avez un petit nombre, enfin un exemple des variétés avec lesquelles il y a eu des croisements. Donc il y a une douzaine de programmes. Ça représente des centaines de variétés en sélection par programme. Et les programmes ne sont pas tous au même niveau. Bon, comme vous aviez vu, comme on a vu juste avant, le BNIC avait commencé un petit peu avant et donc c'est les premiers à être sortis avec des variétés. Les autres programmes, je n'ai pas les chiffres précis en tête en termes de date, mais pour vous donner une idée, ça reste des programmes qui vont permettre d'avoir des variétés qui arriveront à l'inscription au catalogue que dans les années 2027, 2028, autour des années 2030. Mais cette tendance dont on parle aujourd'hui, elle va potentiellement être une vague encore plus importante dans les années à venir avec tous ces programmes spécifiques. Donc voilà pour ces principaux programmes régionaux. Et ça, c'est le programme que nous dirigeons. Donc, c'est un programme qu'on appelle le programme NATI, pour naturellement résistant. Je l'avais déjà présenté il y a 2 ans. Donc, nous, on a une approche qui est là aussi similaire aux autres programmes, c'est-à-dire les objectifs sont toujours les mêmes. Chercher des variétés qui ont une résistance durable, une forte résistance aux principales maladies cryptogamiques, mildiou, oïdium, botrytis, black rot. Avec des constructions génétiques qui vont permettre que cette résistance soit le moins contournée possible, avec bien évidemment dans l'approche de sélection, vérifier qu'on a des niveaux de qualité en termes de vin qui sont convenables et qui permettent de vinifier seule la variété et d'avoir des vins conformes aux standards qu'on connaît aujourd'hui.
et d'avoir bien évidemment, et ça c'est un point important pour nous, d'avoir une qualité et une stabilité agronomique sur lesquelles les vignerons pourront s'appuyer. Ça, quand je dis ça, ce que je veux surtout dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des rendements minimums qui soient quand même relativement conséquents. Le vigneron ensuite sera libre de pouvoir réduire la vigueur de sa vigne, réduire la charge de raisin, mais aujourd'hui on veut des vignes qui soient en capacité de produire quand même du raisin. Alors bien sûr, à cela s'ajoute le contexte de l'évolution du climat, et donc on regarde de plus en plus les questions de changement climatique, que ce soit au niveau de la phénologie ou de la résistance au coup de chaud ou au manque d'eau. Ça, c'est donc la variété Nati Sauvignac qu'on distribue aujourd'hui, qui est donc inscrite depuis 2020 et donc qui monte en puissance. Donc là aussi, je pourrais dire que c'est exponentiel. La première année, on en a produit 5 000, la deuxième 25 000, la troisième 100 000. Et là, je pense qu'on est sur des niveaux de greffage pour 2023 autour de 350 000 plantes aujourd'hui. Et je crois que je suis sur la fin de mon intervention en vous rappelant un petit peu les enjeux en fait qui vont venir avec l'arrivée de ces nouvelles variétés. Là, ce que je viens de dire, c'est que la tendance, elle est là, que ça prend racine, qu'on commence à planter de plus en plus ces variétés, mais il reste des enjeux ou des interrogations qu'il faut bien garder en tête. D'abord, l'organisation de la filière autour de l'arrivée de ces nouvelles variétés. Il y a 2 ans, quand on en a parlé, c'était déjà un débat en disant qu'il faudra que les AOP commencent à travailler la question. Il y avait déjà des groupes de travail, on parlait beaucoup de la possibilité d'utiliser ces variétés en vin sans IG, en IGP. Bon, aujourd'hui, l'INAO a développé un cahier des charges avec une nouvelle catégorie qui s'appelle les VIFA, ça veut dire variétés d'intérêt à fin d'adaptation. Donc aujourd'hui, toutes les ODG, toutes les appellations, toutes les AOP, si vous êtes dans une AOP X ou Y, vous pouvez, en conseil d'administration, travailler cette question des VIFA en disant on veut incorporer à notre cahier des charges des variétés qui sont dans la catégorie variétés d'intérêt à fin d'adaptation. Bien sûr qu'il y a des conditions, hein, il faut développer un argumentaire, il y a un niveau de plantation maximum, hein, c'est 5% de l'encépagement et c'est 10% dans les vins, donc on ne peut pas aller au-delà. Mais par contre, aujourd'hui, vous pouvez potentiellement proposer des variétés résistantes dans ces VIFA. L'exemple le plus marquant aujourd'hui, c'est la Champagne qui a incorporé par exemple la variété Voltis à son cahier des charges. Donc ça, c'est un enjeu de continuer à développer ça, mais on peut déjà s'en saisir. C'est déjà entre les mains de la profession. Puis bien sûr, ensuite, il va falloir réussir. Alors nous, en tant que fournisseurs de la filière, à orienter les viticulteurs, hein, je vous ai dit, il y avait 17 variétés il y a 2 ans. Maintenant, il y en a 30. Dans quelques années, il va peut-être y en avoir une petite centaine. C'est clairement un fait nouveau. Comment le vigneron va réussir à s'orienter par rapport au choix des variétés et avec très, très peu de recul. Donc ça, c'est un enjeu fort pour la filière et pour nous, de fournisseurs de la filière, de savoir comment orienter les viticulteurs par des démonstrations, par des dégustations, bien évidemment. Ensuite, il va falloir orienter le consommateur. En ce moment, il commence à y avoir beaucoup de groupes de travail, beaucoup d'études commanditées par France Agrimaire, l'IFB, INRAE, INAO, etc. Et aussi les centres d'Interpro pour commencer à présenter ces vins aux consommateurs, comment les présenter, comment leur expliquer ce fait nouveau. Je pense que c'est une inconnue qui est peut-être le facteur le plus important. Si le consommateur plébiscite ces variétés demain, comprend à quoi elles servent et si en plus ça fait des vins que le consommateur aime, il n'est pas impossible qu'en termes d'encépagement, on aille beaucoup plus vite. Par contre, si le consommateur n'arrive pas trop à comprendre, peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps à se déployer. Et enfin, bien évidemment, il faut continuer à faire évoluer encore et toujours notre réglementation parce qu'aujourd'hui, elle ne permet quand même pas encore un déploiement rapide de ces variétés. Je citais l'exemple des variétés Resdure 2, donc une nouvelle génération de variétés de INRAE qui a l'air intéressante. Aujourd'hui, en tant que prémultiplicateur de vignes, on n'en a quasiment pas. Donc aujourd'hui, même si la variété est inscrite depuis plus d'1 an, aujourd'hui, il n'y a aucun vigneron qui a pu recevoir des plantes issues de cette génération de variétés. Donc il faut qu'on fasse encore évoluer la réglementation autour du déploiement de ces variétés pour qu'on puisse les mettre en marché un petit peu plus rapidement. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute et puis je répondrai à vos questions avec plaisir à la fin de ces interventions. Merci bien. Donc, je passe la parole à Olivier de chez Fraissinet.
Du coup, merci beaucoup Olivier. Bonjour à tout le monde. Donc je suis Olivier Demarle et je travaille chez Fraissinet. Donc Fraissinet, on est leader français de fertilisation, tout ce qui est fertilisation organique et aussi de tout ce qui est biostimulant. Et moi, je vais vous présenter. Je partage mon écran. A priori, vous devez être en train de voir mon écran. Alors, je te confirme que quand ton écran est partagé. Je te remercie. Alors, il n'est pas plein écran. Il n'est pas plein écran. Si tu pouvais essayer de le mettre plein écran. Là, on ne voit plus le partage. Non, tu dois voir toi à l'écran. Je vais me débrouiller. On ne voit pas la totalité. Voilà, mets-toi en plein écran, là. Ce sera beaucoup mieux. Mets-toi en projection, comme en projection. Mais en fait, il ne prend pas le bon écran. Ah, bon. Écoute. Hop, et c'est bon, je vais y arriver. On y est. Normalement, voilà, je vous laisse avec Olivier. Pardon, excusez-moi pour ces petits détails techniques. Donc voilà, donc Fraissinet, je vous l'ai présenté, leader français de la fertilisation organique et des biostimulants, une entreprise créée il y a 250 ans. Et moi, je suis le directeur innovation qualité. Donc, le service innovation qualité, c'est un service qui a été créé il y a déjà plus d'une trentaine d'années et qui a pour mission de porter la dynamique de l'innovation scientifique de Fraissinet dans la maîtrise éthique, économique et qualité. Donc, on est une équipe de 12 personnes vraiment au service de l'entreprise pour coller au plus proche justement de ce qui va nous animer aujourd'hui, donc des tendances et d'apporter des solutions techniques toujours efficaces et vraiment pour amener à l'ensemble de la profession les leviers sur lesquels il va falloir jouer. Donc, merci beaucoup à Vignovin de me donner la possibilité de m'exprimer sur le sujet des tendances. Effectivement, les tendances, c'est un challenge que vous nous avez donné de parler des tendances 2023 et à la rigueur des années un petit peu à venir en une dizaine de minutes. Donc, moi, j'ai décidé de faire un focus sur une grande tendance de fond qu'on entend parler cette année qui va être encore plus accrue, qui est tout ce qui est la situation hydrique. Donc, bon, je vous ai sorti deux petits extraits, un du site EVI et un autre de Réussir Vigne, donc un article qui était sorti dans Réussir Vigne en janvier 2023, où on sait très bien, et vous l'entendez tous, qu'on a des situations hydriques très, très inédites, très accrues, avec des aquifères qui, malgré les quelques dernières pluies, de toute façon, ne se regonfleront sûrement très, très peu. Et des situations, de toute façon, hydriques qui vont, dans le futur, et ça aussi, je vous renvoie à certaines documentations, certains éléments au niveau des éléments du GIEC et autres, où on voit que toute la zone, en fait, viticole, sont les zones qui sont généralement les plus impactées par ces changements climatiques. Donc là-dessus, vous me direz, oui, effectivement, on en a conscience, tout le monde en a conscience. Donc la question, c'est un petit peu comment on peut s'adapter. On pourra échanger au moment des questions sur les différents leviers qu'on peut avoir sur les adaptations. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui, en fait, de vous présenter deux types de leviers. La première, c'est tout ce qui va être matière organique des sols. Donc, je vais vous montrer en fait dans cette intervention et de façon très condensée, parce qu'il y a des travaux depuis de très nombreuses années sur le sujet, de l'importance de remonter le taux de matière organique des sols et notamment des sols viticoles qui sont très généralement plutôt bas, parce que c'est grâce à la matière organique en fait qu'on arrive à améliorer la capacité du sol à retenir l'eau. Juste une petite donnée, mais j'y reviendrai dessus. Avec 1% de matière organique, on augmente de 18% la capacité de rétention en eau d'un sol, et c'est des données qui viennent d'Arvalis, donc l'Institut du végétal, qui travaille sur les grandes cultures. Donc voilà, donc ça c'est déjà un des éléments. Et l'autre élément, c'est quand on discute de conditions hydriques, on discute au niveau des sols, on va forcément évoquer l'aspect nutrition. L'aspect nutrition, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau dans les sols disponibles, et les éléments nutritifs ne seront pas présents.
et il va se passer ce qu'on a pu observer l'année dernière dans des situations d'essai libre, des défauts d'alimentation. Et généralement, les conditions hydriques extrêmes telles qu'on peut avoir sont liées aussi à des étés plutôt chauds. Et donc, la question, c'est comment on peut aussi stimuler, c'est ce que je vous montrerai, moi, par des essais, l'aspect de stimulation foliaire. Donc, c'est deux leviers que j'ai souhaité mettre en avant aujourd'hui dans l'intervention. Donc, le premier levier, effectivement, c'est tout ce qui est réserve utile dans un sol. Donc, en fait, on sait que le sol, c'est un mélange complexe, c'est un mélange qui est constitué d'éléments de matière sèche, mais aussi de porosité. Voilà, il y a énormément de porosité dans un sol bien aéré, un sol normal, je dirais fonctionnel. C'est un sol qui a plus de 50% de porosité. Et en fait, cette porosité, elle va permettre de retenir l'eau. Alors, vous avez dans une approche qui va être une approche qui peut être assez simpliste, le fait de dire que si l'ensemble de la porosité est rempli de l'eau, vous avez 100% de réserve utile, mais là les plantes elles sont asphyxiées. Donc on parle d'asphyxie. Après vous avez, une fois que toute l'eau qui est dans les pores les plus importants se sont écoulés, donc se sont drainés, on va arriver dans ce qu'on appelle la zone de confort hydrique, donc là où la plante elle va pouvoir aller chercher tranquillement l'eau, donc c'est ce qu'on appelle la réserve facilement utile, où il n'y a pas besoin de trop d'efforts. Et ensuite on va continuer comme ça, au plus le sol va sécher et au plus on va arriver en fait à une situation où la plante va mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir retirer l'eau via ses racines du sol, et donc on va rentrer dans des réserves difficilement utilisables. Et si on passe ce point-là, on a une mort par flétrissement. Et là, en fait, on arrive à de l'eau qui est présente dans le sol, mais qui est complètement inutilisable et que la plante n'est pas capable d'aller chercher. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu comment on peut imager l'eau dans le sol. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des mesures, c'est des mesures de laboratoire qu'on appelle des points de flétrissement, des PF, qu'on mesure à des pressions différentes. On est capable de définir au niveau d'un sol les différents points. Ce qui est majeur, c'est déjà de connaître le fait qu'en fonction de la texture des sols, on va pouvoir avoir des réserves plus ou moins importantes. Donc, des sols qui sont plutôt sableux ont des réserves plutôt faibles, et plus un sol est argileux, en fait, plus il va pouvoir être en capacité de retenir de l'eau. La proportion de cailloux aussi est importante. Plus vous aurez de cailloux, moins vous aurez de capacité de rétention d'eau dans votre sol. Donc ça, c'est deux éléments que vous avez dans vos parcelles et sur lesquelles vous pouvez pas jouer. Après, il y a plusieurs autres données qu'on peut travailler. Il y a tout ce qui est effectivement structure du sol. Donc ça, c'est des éléments de travail de sol, d'approche un petit peu d'organisation. Donc ça, plus un sol va être poreux, plus il va être capable de stocker de l'eau, moins il est tassé. Donc tous ces éléments-là sont vraiment des éléments importants et vont pouvoir permettre aussi toute une qualité d'enracinement. Ensuite, on va avoir toute la notion de profondeur de sol. Effectivement, plus votre sol est profond, plus vous pouvez avoir d'exploration racinaire, et plus en fait on va pouvoir être en capacité d'aller chercher l'eau. Donc un sol profond aussi retient un peu plus d'eau. Et le dernier aspect, c'est le pouvoir de la matière organique. Et donc c'est ce sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, un des leviers très très importants et sur lequel on peut jouer, c'est tout ce qui est le taux de matière organique. C'est-à-dire qu'on sait que quand on augmente le taux de matière organique des sols, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que 1% de matière organique dans un sol stocke autant d'eau que 7% d'argile. Donc, c'est à travers ces éléments-là qu'il faut raisonner. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte cet ensemble de paramètres-là pour pouvoir se dire comment je vais pouvoir passer les caps de sécheresse. Alors, pour vous donner quelques éléments chiffrés, donc je n'ai sorti qu'un seul essai qui a été réalisé et que je vais vous présenter. Mais il faut savoir qu'il y a de très très nombreux essais, que la bibliographie regorge d'éléments comme ça qui pourraient illustrer effectivement le fait de l'augmentation et du lien entre le taux de matière organique et le lien sur la réserve utile. Clairement, donc ça c'est un essai en fait qui a été réalisé pendant 15 ans, qui était sur un sol plutôt sableux et sur lequel il y a eu des apports de matière organique différentes, à des quantités, de qualités différentes, donc avec des augmentations de taux de matière organique différentes. Et on a mesuré justement la différence de la réserve utile. On a évalué la réserve utile par les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, de points de flétrissement. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a quand même une forte corrélation, enfin une corrélation qui n'est pas statistique, mais qui est très très forte en tendance, avec l'augmentation du taux de matière organique, donc une augmentation de 1 point
du taux de matière organique permet de passer d'une réserve utile de 6 mm pour les 20 premiers centimètres, donc ça veut dire 6 litres d'eau pour les 20 premiers centimètres, 6 litres d'eau par mètre carré pour les 20 premiers centimètres de sol, on peut passer à 16. Donc, c'est-à-dire j'ai une capacité de rétention qui a été augmentée de 10 mm, donc de 10 mm pour ces 20 cm par mètre carré. Donc, ça donne vraiment une capacité au sol de retenir beaucoup plus d'eau. Et ça, c'est un des premiers éléments aujourd'hui dans des périodes où l'eau se fera rare, mais surtout peu fréquente. Il faut que quand elle tombe, le sol soit en capacité de la retenir pour durer le plus longtemps possible. Donc ça, c'était le premier élément que je souhaitais partager avec vous et sur lequel je voulais qu'on pousse un peu aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est aspect nutrition. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un sol, à un moment donné, quand il va être sec, il va plus être en capacité de fournir les éléments nutritifs à la plante. Et donc, à ce moment-là, il va falloir arriver, prendre un relais nutritionnel par voie foliaire. L'autre aspect aussi important, c'est que ces conditions de sécheresse, ces conditions un petit peu extrêmes, se traduisent par un stress très important au niveau de la plante. Et donc, tout le travail aujourd'hui qui doit être mené, c'est comment on doit raisonner un programme complet nutritionnel pour apporter en fait des compléments à des moments clés pour pouvoir, comme l'a dit Olivier juste avant moi, pour être en capacité d'arriver jusqu'à l'objectif de production. Donc nous, l'année dernière, on avait mis une campagne d'essai importante où on a travaillé notamment sur ces aspects-là, sur des compléments foliaires et aussi sur des approches avec des anti-stress et notamment sur des produits à base de silice. Et je vais du coup vous montrer les résultats que nous avons pu obtenir. Nous avons donc réalisé ce que vous voyez sur la carte de gauche. Donc c'est un peu plus d'une dizaine d'essais sur l'échelle du territoire, réalisés donc avec une modalité où on faisait un apport, un témoin qui était sans solution. On apporte quand même de l'eau, on fait une pulvérisation juste à l'eau parce que c'est pour se mettre dans les conditions identiques. Et après, on fait des apports donc réguliers et notamment en préparation en début de saison, dès les premières feuilles, d'un produit avec de la silice, une petite partie de silice et une partie nutritionnelle. Il y a un essai dans lequel on a en plus rajouté que la partie nutritionnelle sans la partie silice. Donc, globalement, sur l'ensemble des essais qui ont été conduits, on aboutit à plus 1,5 tonnes par hectare, donc en moyenne sur tout le réseau. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est que ces tonnes supplémentaires, c'est pas de la production supplémentaire en fait. Ça a permis, dans les conditions de stress hydrique important l'été dernier, en fait, de passer, d'atteindre les objectifs en fait que s'étaient mis les producteurs et du coup d'atteindre le volume prévu. Donc, on parle vraiment plus de sécurisation et ça aussi c'est un aspect important, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir à travers ces approches comme ça aller vraiment contrer le stress hydrique, mais on va sécuriser un certain volume et on va pouvoir permettre d'aller jusqu'au bout. Donc là, on parle bien d'éléments nutritionnels, mais aussi à travers des formes de silice un peu spécifiques, d'aller stimuler le fonctionnement de la plante et la capacité que la plante aura à résister en fait à des stress hydriques. Donc, en conclusion, moi, de cette partie, les tendances de la viticulture cette année, je pense que tout le monde les perçoit, tout le monde les voit. Il y a des tendances à court terme et des tendances aussi un petit peu plus à long terme. Et donc, il y a des changements, effectivement, dans un des éléments que moi j'aime bien mettre en avant, c'est de dire qu'effectivement, le temps court, aujourd'hui, on est dans un temps court, on se dit cette année, 2023, qu'est-ce que je vais faire pour gérer le stress hydrique? En fait, il aurait dû se préparer hier. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, commençons à préparer le temps court qui va arriver demain, dans 5, peut-être 10 ans. Donc, ça veut dire que cette notion de taux de matière organique, il faut le prendre dès aujourd'hui et de façon très sérieuse en compte pour pouvoir répondre aux enjeux qui seront encore plus accrus et aux tendances qui seront peut-être encore plus accrues demain. Dans ces tendances-là, le changement de pratique, il est nécessaire aujourd'hui pour s'adapter. Et encore une fois, Olivier Zécry l'a présenté avant, on va devoir changer effectivement, d'avoir des variétés résistantes, d'avoir des éléments un peu plus importants. Donc, l'approche, elle doit être sur ces changements-là.
si on veut tenir sur toute la production viticole. Et enfin, il y a un raisonnement global. Et donc, c'est aussi ça ce qui est important, parce que nous, on travaille de façon très accrue chez Fraissinet, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement, je dirais, nos produits, mais d'un point de vue R&D, on va raisonner globalement et effectivement prendre en compte le variétal, le mode de conduite et comment arriver à une solution globale, synergique, pour pouvoir aboutir au défi de demain. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, 100% disponible pour les questions. Et si besoin, vous avez mon contact sur la diapositive, donc n'hésitez pas. Et je laisse la main à l'intervention suivante. Bonjour, merci Olivier de me laisser la parole. Donc, je me présente, Christophe Baron pour la Société Grégoire. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la partie tendance pour les fabricants de matériel. Donc, je regarde pour partager mon écran. Lors du dernier webinaire, j'étais intervenu sur l'aspect tendance autour des matériels, des innovations technologiques, tout ce qui était partie data, gestion de la data, travail de plus en plus localisé sur le vignoble et moins impactant. Là, je vais aujourd'hui vous parler d'une autre tendance qui est liée plus à l'accessibilité autour des matériels et tous les fabricants de matériel actuellement font énormément d'efforts et proposent des solutions pour rendre leur matériel plus accessible auprès des viticulteurs. Et des solutions émergentes arrivent et permettent petit à petit de limiter l'impact du matériel, de l'acquisition du matériel sur les finances de l'entreprise, mais permettent aussi une plus grande maîtrise des coûts et de s'adapter aux fiscalités des entreprises en fonction de leur type de structure. L'objectif étant aussi, au sein d'une exploitation, de pouvoir sécuriser les choix autour d'un matériel, autour de l'acquisition d'un matériel, et valider que le bon choix a été fait, parfois par le biais d'essais longue durée. Sachant que actuellement, on a vraiment une tendance forte qui est une utilisation de plus en plus intensive des matériels, c'est-à-dire que même sur des matériels à usage très saisonnier, on arrive à des heures de travail qui sont de plus en plus conséquentes pour vraiment optimiser l'usage de ces matériels. J'illustrerai ces tendances via les solutions qui sont mises en place par Grégoire, solutions que parfois d'autres fabricants eux aussi mettent en place ou sont exclusives à la marque. Donc, les services pour simplifier l'accès au matériel et à leur exploitation et par le biais de trois prismes que sont les financements, la location et l'entretien. Donc, on va d'abord parler des financements. Je parlais d'abord de l'aspect financement. De plus en plus, tous les intervenants autour du machinisme sont là pour proposer de larges gammes de solutions adaptées aux situations financières des entreprises et pour répondre à la majorité des situations. Une chose qui peut être assez triviale à dire, mais avant tout, c'est pour que ces solutions soient proposées aux viticulteurs, il faut avant tout que tous les réseaux soient formés. C'est pour ça que de plus en plus de fabricants forment de plus en plus leur réseau de vendeurs, en plus de la connaissance des matériels, sur la connaissance des solutions financières mises à disposition du réseau. Pour ce qui est des premiers outils autour du financement, on peut parler du crédit classique. Le crédit classique qui jusqu'à présent était autour des 5-7 ans
Et là, ce qui arrive maintenant, on arrive sur des crédits qui peuvent durer jusqu'à 10 ans, sur 10 campagnes. L'objectif étant de limiter justement les annuités et de permettre d'accéder à des matériels peut-être plus récents ou plus technologiques, tout en impactant peu l'entreprise. Donc le crédit classique avec un allongement de la durée de financement. De même, on découvre de plus en plus aussi des crédits buy sold. L'idée étant, sur ce crédit bail, qui aura une durée entre 5 et 7 ans, de permettre à terme, si le viticulteur le souhaite, d'accéder au matériel en finançant une soult avec un impact moins important. Pour les entreprises qui souhaitent faire tourner leur matériel de manière plus intensive, et souvent c'est aussi lié à un fort taux d'utilisation du matériel, on parlera des crédits buy sold avec une forte valeur résiduelle, c'est-à-dire que sur ces solutions qui ont des durées de financement entre 3 et 5 ans, il est au final totalement inenvisageable ou déraisonnable d'imaginer financer la soult et acquérir le matériel, puisque là, on est sur des solutions avec de très faibles mensualités ou annuités, mais avec, en fin de crédit, une soult qui est quand même relativement conséquente et qui n'a pas de sens pour le viticulteur. On se rapproche presque sur une solution de location avec, sur une période, on va dire, de 3 voire 5 ans, un usage très intensif du matériel. Chose qui est aussi émergente, on finançait souvent les matériels dits à lourd impact sur l'entreprise, et on voit apparaître des solutions pour pouvoir financer via des crédits, toujours, des matériels avec des coûts d'usage, avec des coûts moins importants. Je prends par exemple, pour ce qui concerne Grégoire, les pulvérisateurs. Ce qui permet justement de pouvoir financer toute une panoplie d'équipements légers au sein de l'exploitation. Pour résumer autour de la notion de financement, à chaque situation d'entreprise, à chaque contexte d'utilisation, on retrouve de plus en plus et un plus large panel de solutions de financement qui permettent justement d'amoindrir l'impact financier sur l'entreprise. Deuxième aspect, je l'avais plus ou moins initié en parlant de la notion de location. Donc, location, l'idée étant de pouvoir, soit sur un matériel à très fort taux d'utilisation, soit sur un matériel où on est relativement indécis quant à son choix. On ne sait pas si le matériel sera pertinent par rapport à notre process culturel ou si j'ai choisi le bon matériel avec les bonnes options. On peut maintenant soit tester le matériel, comme je disais, avec le crédit bail ForteVR, le tester sur 3 à 5 ans et puis le laisser filer ensuite. Ou alors, on arrive à des solutions de location pure de matériel sur des parcs, il est vrai, relativement restreints, mais où des locations peuvent être envisagées, en règle générale, sur une période d'une saison, pour pouvoir donc valider son choix. Mais on va dire, sur des solutions d'urgence, on peut se retrouver avec des solutions de location de matériel sur un mois, une semaine, voire moins. Mais là, après, ça dépend aussi on va dire, de la planification de ces engagements par rapport à la location. En gros, il est clair que plus on envisagera une location tôt, plus on aura de liberté et de souplesse par rapport au parc de matériel du fabricant et du concessionnaire pour pouvoir envisager la location de ces matériels. Pour le cas de Grégoire, on a mis en place des solutions de pack full service. L'idée première, un peu comme dans l'univers des TP ou d'autres matériels industriels, en plus de l'achat du matériel financé d'une manière ou d'une autre, on propose des packs services où tout est intégré avec une mensualité annuelle fixe. L'idée de ces contrats full service, qui intègrent bien sûr
la pièce détachée, mais aussi la main-d'œuvre, intègre aussi, pour le cas des services 3G Pro chez Grégoire, tout ce qui est pièces au cas où. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition, livrer avant la saison d'utilisation, par exemple, d'une machine à vendanger, chez un viticulteur, avant la saison de vendange, on va lui livrer en même temps que la machine un kit de, par exemple, secoueur, tapis et d'autres éléments qui lui permettront, si jamais un secoueur casse, une écaille est abîmée, de pouvoir de suite la remplacer et continuer l'usage du matériel. Et ça en parallèle d'autres éléments qui seront dès la mise en route de la machine livrés chez le concessionnaire pour déjà préparer l'entretien qui se fera à terme, au terme des vendanges ou à une autre période, sachant que l'idée est, en intégrant sur la machine un dispositif de fleet management qui permettra de suivre les heures de travail, d'avoir une traçabilité assez forte de la machine, de permettre au concessionnaire de pouvoir planifier un entretien assez rapidement, le proposer au viticulteur, à l'utilisateur de la machine, pour qu'il puisse valider son rendez-vous et savoir que dans 3 semaines, déjà, rendez-vous est pris, le concessionnaire aura ses pièces et la durée d'arrêt du matériel sera plus que limitée. Donc, les 2 grands axes autour de la notion de service et d'entretien, c'est surtout d'avoir des coûts d'usage fixes sur la durée de financement de la machine, et ce, dès l'achat de la machine, et surtout des solutions qui sont aussi finançables dans des crédits bail, c'est-à-dire que sur une mensualité de X euros, ces X euros qui intègrent bien sûr la TVA sont financés dans le coût d'achat du matériel, que ce soit en crédit bail ou en crédit. Donc, en conclusion, vraiment, on s'organise tous les fabricants à avoir des solutions pour vraiment simplifier l'acquisition de matériel et surtout en sécuriser son exploitation via la liberté d'essayer, la diversité des financements et la maîtrise des coûts. Donc, j'espère avoir suffisamment illustré les diapos que je comptais vous présenter. Et avec mes collègues, on est à votre disposition